Le pass sanitaire est-il utile? C'est le thème de cette première partie d'émission ce soir. Depuis le 12 juillet, vous le savez, Emmanuel Macron a fait du pass sanitaire une arme très efficace, c'est vrai, pour accélérer la vaccination anti-Covid en France. Vous dites bravo, j'espère, Yvan Rioufol. Plaisanter. Non Bravo, en tout cas, à l'opération Macron, parce que depuis, effectivement, le 12 juillet, 12 millions de personnes se sont laissées tordre le bras pour aller se faire vacciner. Donc, Macron peut se féliciter, en effet, d'avoir le soutien, d'ailleurs, il ne s'en prive pas de le rappeler, de tous ceux qui ont décidé de se faire vacciner. Naturellement, ce ne sont pas des prétextes patriotiques pour la plupart d'entre eux, c'est pour aller au restaurant ou au bistrot. Mais enfin bon, en effet, l'opération Macron a de ce point de vue réussi. De mon point de vue, elle est effarante. Je suis un anti-pass, je préfère le dire tout de suite. Je participe aux manifestations. Vous êtes anti-pass, mais pas forcément anti-vax. On y reviendra. Vous faites bien de le dire, parce que c'est tout à fait différent. Je ne suis pas anti-vax, naturellement, mais je suis anti-pass et je participe aux manifestations qui me paraissent être très révélatrices de ces grands malaises qu'on en abordera peut-être tout à l'heure singulièrement, d'un malaise même démocratique. Mais ce dont je me souviens d'abord, c'est que j'ai entendu Macron le 28 avril dernier nous dire qu'il n'y aura pas d'antipass parce qu'il refusait cette société de la discrimination. J'ai entendu également le ministre de la Santé, Olivier Véran, dire qu'il n'y aurait jamais de pass parce qu'il ne voulait pas de pass pour aller dans les restos. C'était ainsi qu'il disait. Donc j'ai cru naturellement ces gens-là. Et donc j'étais abasourdi d'entendre en effet le 12 juillet Emmanuel Macron nous dire qu'aujourd'hui il fallait se plier à ce pass sanitaire qui de mon point de vue n'a rien de sanitaire, c'est un pass politique, mais on argumentera peut-être tout à l'heure. Et c'est surtout un pass qui fracture encore davantage une société qui est déjà fracturée par essence et par ces communautés qui nous assaillent. Et donc je trouve qu'il y a d'abord une faute politique grave que d'ajouter un séparatisme à un autre séparatisme. Le séparatisme de la contre-société dont on parle souvent, avec cet autre séparatisme d'une minorité à laquelle je fais partie aujourd'hui, ce séparatisme étant celui de personnes qui se disent que nous sombrons dans une sorte d'hygiénisme d'État, de paranoïa, et qu'il y a une déraison à vouloir interdire à des gens de rentrer dans des lieux publics au prétexte d'une épidémie qui n'est pas aussi létale. Pour bien comprendre ce soir votre message, ce que vous voulez faire passer comme message, moi j'ai une question très claire à vous poser. En quoi ça vous dérange de montrer votre passe sanitaire pour accéder par exemple au restaurant? Qu'est-ce qui vous dérange? L'acte, le fait qu'on vous bip votre téléphone pour dire oui, vous pouvez entrer, qu'est-ce qui vous dérange singulièrement? Mais d'abord, ce qui me dérange, c'est qu'un restaurateur me demande ma pièce d'identité, ou du moins me demande mon carnet vaccinal. Donc déjà, une intrusion dans mon intimité. Ce qui me dérange plus généralement, c'est d'avoir un passeport pour rentrer dans des lieux anodins. Et ce qui me dérange, en effet, c'est d'être discriminé parce que je ne refuse ce pass, donc je ne peux pas aller dans les bistrots, actuellement, tel que je vous parle, je ne peux pas aller dans des restaurants, là, au cinéma, etc. Parce que vous le voulez bien. Parce que je ne le veux pas, mais je refuse cet ordre sanitaire-là, je refuse ce séparatisme-là, je refuse cette discrimination, je trouve ceci odieux, je trouve que l'on rentre dans un monde affreux, dans un monde immonde, très franchement, et je m'étonne d'ailleurs qu'il y ait une telle passivité et même un tel affairisme chez certains restaurateurs à vouloir vous demander le pass. Je trouve ceci absolument insupportable. Et donc, vraiment, je suis très remonté, très meurtri de voir à quel point aujourd'hui nous sommes déconsidérés, nous autres, qui ne voulons pas rentrer dans ce jeu au prétexte, encore une fois, d'une épidémie qui n'est pas aussi létale qu'on le dit. Ceci, je l'ai déjà abordé, j'ai déjà argumenté sur ce point. Et je trouve que l'on se paye de mots. Et moi, je soutiens que l'on se paye de mots en parlant de graves crises sanitaires, et je soutiens tous ceux qui manifestent, parce qu'ils ne manifestent pas pour de mauvaises raisons, ils manifestent pour rappeler ce qu'est la France. Ce sont des manifestations très françaises, c'est-à-dire qu'ils manifestent pour défendre la liberté, l'égalité, la fraternité, la liberté d'aller là où on veut et d'être consentant à des vaccins. L'égalité, naturellement, elle va de soi, à rétablir une égalité entre ceux qui ont des passes et ceux qui n'en ont pas. On ne va pas subir quand même cette discrimination alors que l'on nous rebat les oreilles sur des sociétés non discriminantes. Et puis la fraternité, dans la mesure où aujourd'hui cette politique très malsaine qui a été lancée par le gouvernement est en train de faire éclater des amitiés et des familles. Et donc il faut revenir à liberté, égalité, fraternité. Véronique, votre sentiment à vous ce soir lorsque vous écoutez Yvan Rioufol ce soir? Alors, je suis d'accord avec Yvan pour dire que le pass sanitaire montre grandement son inutilité.
On constate une servitude volontaire de la part d'une majorité de gens, on va dire qu'il y a un peu le parti de l'ordre et de la sécurité, c'est sur ces électeurs-là que compte Emmanuel Macron sans doute pour 2022, et puis il y a une minorité qui entre en résistance. Alors ce n'est pas nouveau, La Boétie au XVIe siècle avait écrit justement sur la servitude volontaire, et il disait que les peuples n'avaient même pas besoin d'être instruits en termes de servitude volontaire, ils se pliaient tout seuls à une servitude volontaire parce que les dirigeants distillaient savamment de la peur pour cacher leur illégitimité. On a l'impression qu'au XXIe siècle, on est un petit peu dans la même configuration. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sauf que ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on nous impose un pass sanitaire alors qu'il n'y a absolument aucune urgence sanitaire. C'est-à-dire que Yvan l'a dit, le taux de mortalité est incroyablement faible. Les enfants qui sont touchés, que je connais, ont 38 de fièvre pendant 5 jours. Donc on met en place un arsenal de repli sur soi et de fracturation de la société, alors que rien ne le justifie fondamentalement. C'est quand même passé il y a un an et même pratiquement maintenant un an et demi, le nombre de morts et la crise sanitaire que nous avons tous vécue, vous et moi. Vous ne pouvez pas l'occulter, ça. Oui, aujourd'hui, mais enfin, qu'il n'y a pas de morts et que ce n'est pas mais... si dangereux, pardonnez-moi de vous le dire, c'est un peu faux. Il y a 2000 personnes en réanimation en ce moment. On oublie de préciser d'ailleurs qu'un grand nombre de personnes qui sont actuellement en réanimation le sont en Guadeloupe et en Martinique. Il faudrait faire le distinguo entre ce qui se passe en métropole, parce qu'on a un ministre de la Santé qui est toujours très alarmiste, mais il faudrait faire le distinguo entre ce qui se passe en métropole et ce qui se passe dans les Antilles françaises. Et puis, bien entendu, que ce Covid est une pandémie, mais on se rend bien compte que le pass sanitaire montre ses limites et ses incohérences, puisqu'il n'est pas appliqué de la même façon suivant les pays. Je vais vous donner l'exemple de l'Italie. En Italie, on a le droit d'aller dîner en terrasse sans passe sanitaire. Donc du coup, les restaurateurs italiens réservent les terrasses à ceux qui n'ont pas le pass, et ceux qui se sont fait vacciner et qui ont le pass sanitaire râlent, parce que du coup, ils dînent à l'intérieur en plein mois d'août. Enfin, on se rend compte que c'est vérité au-delà des Pyrénées et vérité en deçà, comme le disait Montesquieu, c'est n'importe quoi. Néanmoins, le Parlement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'opinion, ils ont approuvé ce choix du président. Donc la démocratie, pardonnez-moi de vous le dire ce soir, mais elle a été respectée. Formellement, oui, vous avez tout à fait raison. La démocratie, formellement, a été respectée. Regardons tout de même de la manière dont ça s'est déroulé. À partir du 12 juillet, tout ce processus démocratique que vous applaudissez a mis 15 jours pour avaliser cette décision qui est un changement de société, de mon point de vue. On y reviendra peut-être. Donc, la démocratie, naturellement, certes, a été respectée dans la forme, mais sur le fond, c'est une mascarade. C'est une mascarade que de dire que le Parlement a représenté l'ensemble de la population, dans la mesure où le Parlement a légiféré en l'espace de quelques nuits, et avec la représentativité politique que l'on connaît aujourd'hui de La République En Marche, qui ne représente plus rien lors des dernières élections régionales. Donc je veux bien entendre cet argument, et naturellement il est tout à fait valable. Que la démocratie a fonctionné, mais vous voyez bien que quand vous sondez, d'ailleurs les Français, ils ne sont pas dupes, c'était d'un sondage dans le journal du dimanche d'il y a 15 jours, je crois, 43% des Français pensent que nous sommes entrés en dictature. Vous vous rendez compte ? 43% des Français, même s'ils approuvent majoritairement le pass sanitaire, pensent que... Peut-être sans savoir ce qui est une réelle dictature. Oui, naturellement, mais enfin, arrêtons-nous quand même à ce terme de dictature. Et moi, ce terme de dictature sanitaire, je veux bien l'employer si ce terme de dictature sanitaire est de dire il monte un sens, Yvan. Oui, mais écoutez, le camp d'en face ne se prive pas de caricaturer les opposants en les traitant de fascistes. Donc, moi, je ne me prive pas de caricaturer ce camp qui m'interdit de vivre comme étant un camp tyrannique, en tout cas, à tout le moins tyrannique. Et pourquoi pas la dictature, ce n'est pas moi qui l'employais. Là, c'était les sondés, excusez-moi. Et donc, je pense que en effet, il y a une vraie crise de la démocratie incontestable. Et les médias également ont avalisé ceci. Mais oui, vous voulez me poser une question ? Oui, parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire très clairement ce soir, vous n'avez pas le droit, Yvan Rioufol, de contaminer les autres. Non, mais au-delà de ça, non, naturellement, mais je ne contamine pas les autres, naturellement. D'ailleurs, on a appris que ce vaccin, dont on disait qu'il était un vaccin qui allait protéger tout le monde, ne protège pas de la contamination. Ah donc, il diminue des formes graves. Oui, il diminue les formes graves, c'est une chose. Oui, mais il ne protège pas de la contamination. Donc le double vacciné peut même me contaminer, moi qui ne suis pas vacciné. Donc tout l'argument du gouvernement qui était de dire vaccinez-vous pour vous protéger et surtout pour protéger les autres dans un geste d'altruisme, de grand élan de républicain, de civisme, etc. C'est un argument qui tombe à l'eau. Et d'ailleurs, on n'en tire pas les conséquences. Mais au-delà de ceci, je pense que le débat, pour revenir à cette crise de la démocratie, ce débat le débat de ce changement de société n'a pas été posée. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a avalisé, de mon point de vue, un basculement sociétal. Il a avalisé le fait que la santé
avait valeur constitutionnelle. Il faut s'arrêter quand même un quart de seconde sur ce que cela veut dire. Les valeurs essentielles aujourd'hui de la République, c'était liberté, égalité, fraternité. C'est au fronton des mairies. Ce n'est pas santé, égalité, fraternité. Or, de faire de la santé une valeur en soi, d'abord c'est une aberration, parce que la santé n'est pas une valeur en soi. La santé, c'est un acquis, si vous voulez. Et puis surtout, ce basculement aurait dû normalement éveiller au moins un minimum de débat entre les intellectuels, au moins entre les intellectuels et les philosophes. Or, je compte sur les doigts de la main ceux qui, comme François-Xavier Bellamy, ont alerté sur ce bouleversement de la société et de ce changement de société, d'une société qui devient une société hygiéniste, une société qui entend se protéger de tout, qui entend poursuivre ce lent délitement d'ailleurs de la politique dépolitisée qui avait été amorcée, disons, dans les années 2000 par Jacques Chirac, vous vous souvenez, qui déclarait la guerre au cancer, je ne sais plus quelles étaient ces guerres, qu'il voulait au handicap, etc. Tandis que Bush lançait la guerre contre l'Irak. Donc on voyait bien qu'il y avait une sorte de rupture déjà dans la manière dont les sociétés devaient appliquer la politique du care, la politique du soin. Donc on est en train de tirer cette ficelle qui était une ficelle que l'on pouvait comprendre, de l'état mamma, pour reprendre l'expression de Jean-François Revel. Et aujourd'hui, on en arrive à cette société aseptisée qui ne voit pas d'autre urgence aujourd'hui que de vouloir essayer de mettre la santé au cœur de nos préoccupations. C'est une aberration, d'autant, et j'en termine, que la santé, dans la définition même de l'Organisation mondiale de la santé, qui avait été donnée en 1947, était de dire que la santé ne se réduisait pas à des maladies, mais que c'était un ensemble de bien-être physique, mental et environnemental, ou quelque chose de ce genre-là. Et donc, je pense qu'on se leurre et qu'on est en train d'aller dans un monde effrayant. Véronique. Alors, je ne parlerai pas de dictature sanitaire. Je trouve que c'est un peu too much. Voilà. Mais les mots ont un sens. Voilà. Et la France n'est pas une dictature. Je voudrais qu'on se rappelle. Je reprenais un sondage. Je reprenais les termes d'un sondage. Mais vous savez très bien qu'avant l'été, on a encore beaucoup entendu ce mot. En revanche, les mots ont un sens. En revanche, je suis la première à être exaspérée par la propagande sanitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on nous vend le vaccin pour protéger les autres, voire sauver des vies, parce que le gouvernement a souvent employé le mot de sauver des vies, on va sauver des vies. Non, mais Arnaud Beltrame sauve des vies. Les militaires français. Non, ne pas développer des formes graves et ne pas mourir, Véronique Jacquier. Non, ça évite les formes graves, mais tout un chacun, vous et moi, un peu d'humilité. On ne sauve pas des vies. Sauver des vies, c'est pas ça. Le don de soi, c'est pas ça. L'héroïsme, c'est pas ça. Donc ça, c'est très clair. Donc il y a quand même un glissement sémantique qui témoigne effectivement d'un changement de société. Là-dessus, on est bien d'accord. Ensuite, moi, ce qui montre aussi le changement de société, c'est quand même la brutalité que subissent certains salariés à cause de la mise en place de ce pass sanitaire. Jean Castex a redit hier que les soignants seraient suspendus à partir du 15 septembre s'ils ne se faisaient pas vacciner. On a eu des exemples cette semaine sur CNews de couples qui vont donc se retrouver sans travail et sans salaire parce que justement ils refusent de se faire vacciner. Je trouve ça d'une incroyable violence. En plus, l'hôpital n'a pas besoin de ça en ce moment puisqu'il n'arrive même pas à recruter pour tenir la route alors qu'on est en pleine pandémie. Et puis rappelons quand même les incohérences du coup de ce basculement de société, c'est-à-dire qu'on utilise la violence pour contraindre les soignants et tous les salariés qui sont dans la capacité à accueillir du public. Mais en revanche, l'éducation nationale est un sanctuaire. Les enseignants ne leur demandent pas de se faire vacciner. Et on a Jean-Michel Blanquer qui nous dit cette fin de semaine, chouette, 89% des enseignants se sont fait vacciner. Attention, ils se basent sur un sondage. Donc c'est quand même extraordinaire. Le pilotage de la politique de santé par le ministère de l'Éducation nationale, c'est de se baser sur un sondage. Ça montre quand même, pardonnez-moi, que c'est le grand n'importe quoi. Je ne fais pas partie des gens qui manifestent, mais je comprends qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on se dise qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Ces manifestations sont-elles très politisées ? C'est la question qu'on se pose également ce soir. Parce qu'on le voit très clairement, tout comme avec les Gilets jaunes, finalement, c'est le président qui est très contesté dans ces manifestations. Yvan Rioufol. Oui, les participations à ces manifestations sont complexes. Alors naturellement, il y a un rejet incontestable du président, je vous l'accorde, parce qu'il y a un rejet de cette politique et qu'il incarne cette politique et qu'il s'est impliqué, lui, très personnellement, dans ce pass sanitaire-là. Donc il ne faut pas s'étonner, en effet, qu'il y ait une politisation de ces manifestations. Mais ce n'est pas le ressort essentiel. Le ressort essentiel de ces manifestations, cela reste quand même une indignation c'est comme ça que je l'entends, que je le perçois, c'est l'indignation sincère et intelligente d'une partie de la population
face à ces atteintes invraisemblables, et moi qui me choque autant qu'eux, à nos libertés essentielles. Encore une fois, on n'a jamais vu en France, je n'ai jamais été empêché jusqu'à présent de pouvoir faire des gestes les plus anodins. Et donc je n'accepte pas, en effet, d'avoir me plié, et je ne suis pas, et Dieu merci, je me rends compte, même si nous sommes minoritaires, que nous ne sommes pas, qu'il y a quand même du monde dans la rue. Il y avait quand même énormément de personnes en plein mois d'août, rappelez-vous, le 15 août, d'habitude, il n'y a pas un chat nulle part. Et là, il y avait quand même des milliers de personnes dans les rues et qui reviennent encore et qui étaient là encore samedi. Et tout ceci montre qu'il y a quand même une exaspération qui dépasse très largement le symptôme du gilet jaune, parce que naturellement, ça rentre dans cette perspective-là, on l'a bien compris. C'est cette mobilisation d'une société civile qui n'arrive pas à se faire entendre, mais qui, elle, commence à déborder, d'ailleurs d'une manière sociologique très intéressante, vers la classe bourgeoise, parce que derrière tous ceux qui protestent contre les atteintes à la liberté, vous en avez d'autres qui protestent également contre la manière dont le gouvernement veut maintenant vacciner d'office les enfants et les adolescents. Et vous avez beaucoup de slogans aujourd'hui qui apparaissent sur touche pas aux enfants, touche pas à mes enfants. Et donc, et derrière ces slogans, vous avez beaucoup de familles, non pas simplement des prolétaires ou des ruraux, mais des familles urbaines, des familles bourgeoises, qui commencent également à se rendre compte que ce gouvernement perd la raison, si je puis dire, à vouloir s'entêter dans une politique, et en plus une politique, et je vais me répéter, ne sert plus à grand-chose, puisque l'on a appris, contrairement d'ailleurs à ce que nous avait dit le Premier ministre il n'y a pas longtemps, que le double vacciné persiste quand même malgré tout à contaminer. Donc que tout le monde contamine tout le monde et que ces vaccins ont des effets très, très médiocres, pour reprendre l'expression très modeste, qu'avait dit le professeur Raoult, d'ailleurs qui s'est fait éjecter pour avoir dit ça. Mais c'est bien le professeur Raoult qui a raison. Véronique, en un mot, et dernière question à vous, Yvon Riofal, dans quelques instants. Quand on voit ce que coûte le pass sanitaire, c'est-à-dire des millions par mois, est-ce que sincèrement, on ne pourrait pas offrir aux Français une vision et dire que cet argent, on le met justement dans l'hôpital et dans la réforme de l'hôpital? Je crois que les gens ont faim d'une vision. Les Français ont faim qu'on leur propose autre chose que pour le coup une dictature de la peur. Là, c'est une dictature de la peur. Pas forcément une dictature sanitaire, mais une dictature de la peur. Et il faudrait tirer déjà, on devrait être en capacité de tirer les premières leçons de cette crise sanitaire que nous vivons depuis 1 an et demi, à savoir qu'il y a beaucoup trop de Français qui sont des personnes à risque. Donc on a une France et des Français qui ne se portent pas bien au niveau de la santé. On a une médecine qui ne se porte pas bien puisqu'elle ne réagit qu'aux injonctions des laboratoires pharmaceutiques et du gouvernement. La médecine, elle est quand même faite pour autre chose. Elle est là pour soigner, elle est là pour rassurer, elle est là pour parler de traitement. Et on se rend compte qu'on a quand même des médecins qui sont bâillonnés. Donc il faudrait quand même s'interroger sur tout ça. Et je crois qu'il faudrait offrir une vision aux Français. Ça donnerait une France beaucoup plus apaisée. Si je vous propose de vous faire tatouer un QR code, vous acceptez? Vous savez, le QR code, ça a été inventé par un ingénieur japonais d'une usine Toyota pour faire suivre les pièces détachées. Moi, je ne suis pas une pièce détachée. Donc vous ne me ferez pas tatouer un QR code ni quoi que ce soit, et je ne porterai pas ce QR code-là. En effet, j'accepte cette vie de paria, dans le fond, que l'on m'impose. J'espère qu'elle ne durera pas longtemps, et j'espère que, surtout, il y aura une prise de conscience de ce formidable basculement sociétal que l'on nous impose sans réflexion et sans même avoir débattu. Et c'est cette absence de débat qui m'inquiète.